Jean-Noël Pancrase y compte parmi les plus grands écrivains corses, parmi les plus méconnus aussi. Et pourtant son œuvre, comme sa vie, valent toutes les attentions. Car elle parle de nous et de ce qui nous touche au plus profond, avec ou sans filtre. C'est ici que commence votre vie, Jean-Noël. Ici, là. Oui. Regardez. Avancez un petit Ah oui, là, j'étais tout petit gamin. Ça, c'est, je pense, dans les rues d'Alger ou de Constantine. Et mon père a presque une allure de boxeur, je trouve, là. J'aime beaucoup cette photo de mon père parce qu'après, dans sa vie, il est devenu beaucoup plus timide, réservé, effacé. Et là, paradoxalement, on voit un homme qui a les yeux grands ouverts sur la vie, qui est décidé à faire tout ce qu'il peut pour ses enfants, pour tout. C'est la seule photo vraiment où mon père est solaire, comme ça. Comme la rue est pleine de lumière. Voilà, c'est une photo extrêmement lumineuse. Et je l'aime beaucoup, cette photo. Votre père est né en Algérie Oui. parce que son père, Pancrase, était venu s'installer en Algérie. Exactement, il fait comme beaucoup de Corses d'ailleurs, qui sont venus en Algérie pour gagner un peu mieux leur vie, il faut dire, et surtout dans la région de Constantine, qui est la région face à la Corse, donc géographiquement la plus proche, mais il y a beaucoup de Corses, et de Corses qui se retrouvaient aussi ensemble en Algérie. Parce que mon grand-père avait des amis corses à Bourg-Ridge, comme mon père a retrouvé des amis corses en Algérie. Donc il y a eu une communauté corse extrêmement importante en Algérie, bien sûr. Et votre papa, qui s'appelle Roger, Oui, va rencontrer en Algérie ma mère, votre mère. qui s'appelle Renée Camps. Et ma mère, et là je la trouve très élégante, ma mère. Elle est très belle. Voilà, très très belle. Voilà, je n'avais pas revu cette photo depuis très longtemps. Parce que c'est quand même rare que votre maman, on la voit avec une belle tenue, justement. Votre maman, elle avait l'art d'acheter des robes pour ne finalement jamais trop les Oui, mettre. ben justement, c'est rare, c'est rare. Je ne sais pas à quelle occasion c'était, mais c'était aussi pour peut-être défier les voisines et dire je ne suis pas simplement une femme d'intérieur qui reste à la maison, mais je suis aussi capable de m'habiller, d'être belle. Ma mère était très belle. Elle avait beaucoup d'élégance naturelle. Et vous savez, ce mot qu'on employait de classe, de la classe, voilà, spontanée. Et voilà. Donc, c'est une très belle photo de ma mère aussi, au mieux de sa forme dans son existence. Ces années-là, voilà, ça auront été des belles années pour eux, j'imagine, hein, pour les enfants aussi. Je les ai mis côte à côte, mais pas vraiment proches, parce que finalement, vos parents, ils s'entendent pas si bien que ça. Il y a beaucoup d'étincelles à la maison quand même. Mais c'est juste, Luc, parce que c'est très rare. Peut-être que ce mur, c'est la seule fois où ils sont ensemble. Quelqu'un m'a dit récemment, d'ailleurs, c'était plus un mariage de raison qu'autre chose. Et mon père, lui, a aimé follement ma mère. Ça, c'est sûr. Jusqu'au bout de sa vie. Ma mère, peut-être, s'est mariée parce qu'il était un peu tard déjà dans l'existence. Elle avait 35 ans, je crois. Et elle n'avait pas les mêmes sentiments absolus qu'a eu mon père à son égard. Ça, c'est évident. Donc ça s'est bien sûr traduit ensuite dans l'existence. Mais bon, maintenant, c'est du passé. Je ne vais pas reprocher à mes parents de ne pas s'être aimés. C'est pas de leur faute. Mais du coup, vous êtes là, vous. Ah, je suis là. Et du coup, Jean-Noël, permettez-moi de le dire. Oui, dites-moi ce que vous pensez, voilà. Du petit garçon. Non, mignon comme tout, mais surtout mignon tout seul. Une enfance un peu solitaire, non? Et oui, vous avez raison, parce que j'étais un enfant... Là c'est vrai que je me reconnais à peine, bien sûr. Un enfant quand même assez souriant, là, sur ce capot de voiture, mais toujours assez solitaire, oui. Vous fuguez? Je fuguais beaucoup. J'étais à la fois un enfant extrêmement sérieux à l'école, parce qu'il fallait avoir de bons résultats, ma mère l'exigeait, et puis il fallait que je mérite ma place de cinéma le dimanche, et en même temps extrêmement libre. J'ai une éducation très libre. Ma mère me laissait courir où je voulais, et quand elle ne le voulait pas, je courais quand même. Donc j'ai toujours été, et je crois que ça se retrouve dans toute mon existence, ça. Ce côté assez strict,
dans le travail, mais très libre dans tout ce qui est hors du travail. Vous allez grandir un petit peu, Oui, et vous allez peut-être... heureusement, oui. Mais non, mais on va rester un petit peu dans la continuité parce que j'ai mis cette photo de vous oui. là. C'est une pièce de théâtre. Vous allez faire la représentation et vos parents ne seront pas dans la salle pour vous applaudir. Oui, ça arrive souvent, c'est arrivé souvent dans ma vie. Je crois que j'ai donné, moi tout aussi, le pli de la solitude. Et au fond, j'ai toujours habitué mes parents, les autres, à ne pas être forcément là. Donc j'ai pris l'habitude aussi de ce que les gens ne soient pas forcément là. On ne peut pas demander aux autres, attendez, on ne peut pas demander aux autres de vous admirer. Sauf Ben que là, non, écoutez, à cette représentation, oui. Jean-Noël, il y avait quelqu'un qui vous On dirait que non. vous y étiez. Non, mais... Non. Mais il y avait quelqu'un qui vous admirait. Il y avait Madame Arnoul qui vous admirait. Oui. Il y avait votre voisine qui est Oui, venue justement. vous savez, parfois, précisément, on a une reconnaissance, un regard de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui n'est pas forcément de sa famille. Et je crois que beaucoup d'enfants aussi éprouvent cela. Il peut y avoir un oncle, il peut y avoir une tante, ou même un voisin ou une voisine, ou quelqu'un du quartier qui est là, et c'est son regard qu'on cherche, et c'est cette personne-là qui est présente. C'est pour ça qu'au-delà des liens du sang, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les liens du sens, c'est-à-dire de quelqu'un dont vous avez été proche, sans le savoir au début, et puis les années vous amènent la conscience que c'était une personne très importante, dont Madame Arnould. C'est pour ça que je lui avais consacré un livre. Dernière photo. Là, j'étais un peu plus grand. Je devais être en 4e. Ça, c'est le lycée Arago à Perpignan. Alors, ce lycée m'a effrayé. Vous voyez ces dimensions. Je voyais comme une immense caserne de briques rouges. Et c'est des années-là difficiles, parce que c'est le retour d'Algérie. J'arrivais en France et j'avais un accent qui n'était pas particulier. J'étais rapatrié. Les rapatriés n'étaient pas forcément bien admis. Et donc, je me sentais tout petit, là, avec mon cartable. Je me souviens de ce cartable devant cet immense bâtiment. Et ça représentait quelque chose un petit peu d'inaccessible et de difficile. Voilà. Quittons le bâtiment et voir où est votre prochaine étape. Mais c'est pas ici qu'on va le voir. Je ne sais pas. La prochaine étape, je ne sais pas du tout. Moi, je sais. C'est par là. Allez, d'accord, venez. D'accord. Voilà. On a quitté Perpignan. On est très bien, mais c'est très bien. Moi, je suis mieux ici. Voilà. Je sais très bien. On va vous retrouver où, Je ne sais pas du tout. On va vous retrouver. Je pense que ça va être une surprise. On va vous retrouver ici. Oh là là, mais on n'est pas loin d'ici. Ah ben oui. Ça, c'est la terre sacrée. Et c'était... j'adorais cette plage. C'était ma plage préférée. Elle a un peu changé aujourd'hui, parce que là, à l'époque, elle était complètement inconnue. C'était après le week-end. Exactement, c'est une plage sur la route des Sanguinaires. C'est une merveille de plage, une merveille. J'ai mis cette photo. Oui, mais pour me voir la différence avec aujourd'hui, je vous remercie. Ça éclate la différence, c'est ça le problème. Jean-Noël, votre rapport à la Corse. Oui. Parce que j'ai cru comprendre que vous n'y alliez pas trop quand vous étiez enfant en Corse. Justement, là, j'ai découvert vraiment la Corse au moment de l'adolescence. Et quand j'avais 17, 18 ans, je n'ai passé tous mes étés en Corse. Et je venais très, très souvent à la Terre Sacrée. Pour moi, c'était un bonheur absolu, cette plage. D'ailleurs, je crois que ça se voit sur ma tête. C'était magnifique, là. C'était des étés de jeunesse superbes. Et puis, c'est en Corse qu'il y a un déclic aussi, Jean-Noël. C'est en Corse que vous prend l'envie d'écrire. Oui, mais ça, je m'en souviens très précisément. C'était en fin août. Et j'étais en train de faire une thèse sur Mallarmé. Et puis je me suis dit, là, je me souviens très bien, c'était au tournant, j'ai dit, pourquoi je ne me mettrais pas à écrire un roman? Je n'en ai parlé absolument à personne. Il n'y avait que les arbres qui étaient témoins des petits serments secrets que je me faisais. Et j'ai commencé à écrire un livre, mais sans savoir du tout d'abord si j'allais le terminer, si elle allait être publiée un jour, et surtout si j'allais être vraiment un écrivain. Et puis surtout, ça ne vous permet pas de vivre la littérature. Mais tant mieux. Ce qui vous permet de vivre à l'époque,
Mais tant mieux que ça ne me permette pas de vivre. Moi, j'ai jamais demandé à la littérature de me faire vivre. J'ai vécu pour la littérature, mais j'ai jamais demandé littérature, est-ce que tu peux me nourrir? Jamais je lui ai posé la question. Elle n'aimerait pas tellement, je crois. Donc, j'ai tenu à avoir un métier. D'ailleurs, j'ai passé mon agrégation pour être professeur. J'ai toujours su qu'il faudrait travailler à côté de la littérature, ce qui m'a permis d'être toujours très libre par rapport aux résultats des ventes, au destin commercial d'un livre. Et c'est aussi un autre conseil que je donne. On peut écrire tout en ayant un métier. Et ce Vraiment. métier, comme vous faites ce métier, eh bien c'est ça. Oh là là là, ça, là, comme vous savez, j'avais pas vu cette photo depuis tant de temps. Je me reconnais pas vraiment. Parce que là, j'étais... Vous êtes professeur, professeur de lettres modernes à Paris. Oui, mais un professeur qui n'avait pas l'air de tellement professer. J'allais le dire. Je trouve que j'ai un visage vraiment de quelqu'un qui s'amuse. Exactement. Parce que ça, c'est quand les élèves vous voient le jour, comme ça. Oui, qu'est-ce que Mais vous allez me montrer ils maintenant? oublient des fois que J'ai vous peur, êtes, je vous crains le êtes pire. plutôt... Ben, vous êtes un oiseau de nuit, en fait. Oui, je suis un oiseau de nuit. Et ça aussi, je ne le regrette pas. Ça, c'est entre les années quand j'avais de 30 à 40 ans. Le quartier d'hiver est sorti en 90. Et c'était dans le quartier de l'Opéra. Et j'ai aimé la nuit. J'ai beaucoup aimé la nuit. J'ai aimé la nuit, les ambiances de nuit. J'ai aimé les gens de la nuit. J'ai fait des merveilleuses rencontres. Et vous allez loin dans l'intimité. Là, pour la première fois, quand même, vous allez assez loin dans l'intimité. Comment vous l'expliquez, vous qui êtes quelqu'un d'assez pudique? Vos élèves ne se doutent même pas de cette personne qui a passé la nuit blanche et qui vient leur professer. Sauf que vous allez très loin, là. Oui, mais à partir des quartiers d'hiver, je nomme les choses. Là, je nomme les bars. C'est leur nom réel, c'est le quartier réel, c'est parfois des noms réels aussi de personnes. C'est à partir du moment où j'ai nommé les choses que l'audace est venue. Et depuis ce jour-là, je me dis, peu importe le regard que l'on porte sur mes livres ou sur ce que je suis, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être sincère et vrai. Sauf que les gens qui vous connaissent Oui. et qui ne vous connaissent pas, finalement, quand ils lisent vos livres, comment ils réagissent ou comment on vous accueille une fois qu'on vous connaît mieux? On m'accueille mieux. Ah oui? Quand quelqu'un sent que je dis la vérité, quand je sens le vrai et que je prends le risque du vrai aussi quand même, et on m'en est reconnaissant. J'ai toujours constaté cela. Et il faut prendre ce risque-là, sinon à quoi ça sert la littérature et l'art en général si on ne prend pas le risque minimum de dire la vérité? Alors là, on était dans votre vie parisienne. Oui. Et je vais mettre une image. Vous allez me dire ce que ça vous évoque parce que vous allez comprendre pourquoi je la mets. Là, on est à Batna. On est dans le cinéma Le Régent. Vous êtes extraordinaire. C'est la première fois que je vois une image pareille. C'est extraordinaire. Extraordinaire parce que tout est là. Et merci infiniment parce que j'avais jamais vu cette photo, une photo qui lui ressemble. Et c'est d'un coup, tout me revient. Et la beauté de ce cinéma, vous voyez, avec les loges là au supérieur à l'étage, et puis la foule très diverse. Cette image est absolument extraordinaire, vraiment. C'est toute votre enfance là, Oui, c'est toute mon enfance. Que le cinéma Batna, c'est vous avez grandi. Bien sûr, c'est pour ça que ça me touche infiniment. Merci infiniment parce que j'étais peut-être un de des petits enfants là et que j'étais fasciné par le cinéma en lui-même, la salle en elle-même. Je suis si content de cette photo parce que c'était associé pour moi à la récompense aussi de mon travail à l'école. Et puis il y avait une belle ambiance, une belle réunion. Là, on voit la réunion des gens dans cette photo. J'ai mis cette photo parce que là, il y a un tournant qui va se passer un petit peu dans votre œuvre littéraire, c'est que vous allez vous mettre à écrire justement sur cette mémoire. Oui, écoutez, c'est parce que toutes les sensations, toutes les impressions les plus importantes de ma vie sont là. Le trésor essentiel, et je crois que c'est pour tout écrivain, c'est l'enfance. C'est à partir de là, moi je n'ai pas... Bien sûr, je n'ai pas changé de regard sur le monde depuis l'image où je suis avec ma mère contre le capot de la voiture. Mais sauf que Jean-Noël, oui, quand on écrit là, Padam Arnoul, René Camps, oui,
On fait mal aux gens sur qui on écrit. Ah, c'est terrible, votre question, mais très, très juste. Très, très juste. J'ai fait beaucoup de mal à ma mère, qui s'appelle René Camps. René Camps est paru après la mort de ma mère, mais en écrivant Madame Arnoul. Parce que Madame Arnoul est un chant d'amour et d'affection à une voisine particulière qui s'appelait Madame Arnoul et dont je dis qu'elle était une autre mère. Mais c'est vrai, là, on parlait de risque de la littérature, le risque de la vérité, c'est aussi le risque de blesser. Je renie rien, je ne renie rien, de même des blessures que j'ai pu faire. Non, c'est la littérature qui m'a amené à les faire. Vous ne regrettez pas d'avoir fait un petit peu de mal à votre maman, honnêtement, entre nous? Non. Non, parce que ma mère était... C'est ma mère aussi qui, au fond, a voulu que je sois bon en rédaction. Et qui était fière de mes rédactions, fière de ce que j'écrivais, parce que bon, les rédactions, elles étaient parfois lues en classe, j'adorais les rédactions, et que ma mère aussi voulait absolument, non pas que je réussisse, c'est pas le problème, mais que je fasse mon devoir. Donc, je crois que c'est une femme infiniment intelligente, elle a tout compris sans rien dire, elle m'a laissé tout faire et faire ce que je devais, même au risque de lui faire du mal. C'est pas un alibi que je donne, mais je crois que c'est la vérité. Et c'est ce qu'on va appeler dans votre œuvre la trilogie de la mémoire, oui. Parce que là, il y a Madame Arnoul, il y a René Camps, oui. Et puis il y a le Long Séjour. Consacré à mon père. Et ça, c'est venu après leur mort. J'ai écrit René Camps après la mort de ma mère, j'ai écrit Long Séjour après la mort de mon père. Et c'est d'ailleurs l'hiver que j'ai passé à Ajaccio, son dernier hiver. C'était une année très particulière, mais je dirais, au fond, il y avait comme une paix. J'espère que mon père est parti dans la paix, et il y avait une paix à aller au V240, il y a une paix à écrire ce livre. Voyez, c'est un livre beaucoup moins torturé, beaucoup moins tourmenté que n'était le René Camps, parce que les rapports avec mon père étaient différents. C'est un très grand livre. C'est un livre où on finit en ayant la gorge serrée. C'est quelque chose, Long Séjour. Et ça va vous apprendre quelque chose aussi, d'autres. C'est ça, on va écouter. Moi aussi, j'avais une part de maison dans la montagne corse. J'avais voulu la revoir l'été dernier. Il y avait toujours le grand portail vert au bord de la route, mais aussi plusieurs chaînes enroulées autour des barreaux, un grand cadenas dont je n'avais pas la clé. Je restais là, devant la barrière, avec mon besoin de retour, mon envie soudaine de Racine. J'avais été si malade pendant l'hiver. Cette envie soudaine de Racine, Jean-Noël. Oui, mais ça, c'est exactement ce que j'éprouvais. Vous voyez, dans ces images, là, je sentais que j'étais avec mes racines, dans mes racines. Et j'éprouve ça à chaque fois que je retourne à la Vaccarèche. C'est vrai, mes racines corses, c'est-à-dire le retour à mes racines. Et là, je suis infiniment tranquille de revenir vers mes racines. Mais c'est ce Long Séjour qui vous a donné ça, parce que vous aviez jamais eu cette passion un peu de la généalogie, de la Corse. Non, mais parce que c'est le temps aussi. C'est le temps, ce qu'on voyait tout à l'heure de la terre sacrée, de ce que je disais du golfe et tout ça. Bien sûr, tout ça est vécu dans l'insouciance. Et puis le temps, l'écriture vous amène la conscience des choses. Et les lieux, la multiplicité des lieux vous amène à vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un lieu qui l'emporte sur les autres? Est-ce qu'il n'y a pas un lieu pour revenir un jour quand même et être fixe? Et là, il y a une fixité dans la Corse. La Corse, moi, me rassure. Et dans ma propre existence, là, je me sens à l'abri. Ben, ce que je vais vous proposer, c'est de quitter cette pièce, parce qu'on va aller dans un autre endroit où, à un moment, vous vous êtes senti à l'abri et vous vous êtes complètement relâché. Ah bon? Oui, c'est pas ici. Là. Allez, venez avec moi, suivez-moi. C'est la surprise. Je sais pas du tout. Dernière pièce de notre périple, Jean-Noël. Oui. Derrière chacun de ces écrans, il y a des surprises. Ah
ben, j'espère pas agréable. Hein, parce Oui, que très agréable. Approchez-vous. Des mauvaises surprises. La première surprise, c'est un endroit où vous dites vous être oublié. Il y en a C'est ici. plusieurs. Hein. Ah oui, ça c'est les Caraïbes. Et ça c'est la baie de Samana. Et j'ai mené une vie assez intense où il y avait de l'écriture. Hein? C'était l'époque des dollars des sables. C'était l'époque la plus intense et la plus fiévreuse et la plus heureuse, absolument. Voilà. Et vous avez dit le titre, Avec le dollar des sables, c'est un livre, mais en plus, coup du destin ou pas, le dollar des sables, ça va donner ça. Ah oui, ça va I'm donner. very much in love with a Dominican woman. How old is she? I don't know. She's younger than me. A bit younger. Me gusta mucho tu cuerpo, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta? 1625. Te lo compro. No, al pueblo. Que le film était adapté, c'était déjà un bonheur. Mais surtout, c'était avec comme interprète principale la fille de Charlot. Géraldine Chaplin, c'était pour moi essentiellement ça. Et Charlot, pour moi, dans mon enfance, c'était le génie absolu. Et quand j'ai rencontré Géraldine Chaplin, elle a le regard de son père, le regard de Charlot. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible que la vie réalise une sorte de boucle. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est un événement, là, pour moi, qui a beaucoup compté ces dernières années. Et vous l'avez dit. Et c'est très gentil à vous de le rappeler. Coup du destin, parce que ça vous Oui. permet de rencontrer Géraldine Chaplin. Et puis, au cours d'une projection de ce film, on va vous faire une proposition. Oui, tout s'enchaîne. Ça, c'est vrai. Tout s'enchaîne. C'est-à-dire que c'est au cours d'une projection à Paris, parce que quand le film est sorti, que j'ai rencontré le responsable du Festival du cinéma méditerranéen à Annaba, en Algérie, qui m'a proposé de revenir en Algérie à cette occasion. Vous voyez comme tout est mêlé, ça c'est vrai, le destin a bien, à demi bien fait les choses. C'est Bien très fait les choses, étrange. justement, on va voir, c'est très étrange. C'est C'est ici. très curieux parce que c'est un mélange. C'est un mélange. Vraiment. Prenons la direction d'Annaba. Annaba, c'est l'ancienne Bonne, hein, pour ceux Absolument. qui étaient en Non, c'est Algérie. exactement Et il y avait un ça. festival du film, et vous allez... Tenez, on voit peut-être l'hôtel d'ici où j'étais. Donc moi, je n'étais pas retourné en Algérie depuis 50 ans. Il était hors de question que vous y retourniez, Je surtout. Hein. ne faisais que répéter ça d'une manière trop volontaire, si vous voulez, pour Ouais. que ça, on ne sente pas qu'il y avait quelque chose derrière, vraiment. Et j'ai accepté, encore aujourd'hui, je me demande pourquoi, j'ai accepté d'aller dans ce festival en tant que juré. Donc j'ai vu infiniment de films, hein. Il y avait 4 films par jour, et donc je n'ai pas vu l'Algérie encore, mais on m'avait promis que je pourrais retourner voir ma ville natale dont on a parlé, Batna. Patna. Donc je m'étais fait à cette idée, j'avais préparé dans ma tête ce voyage à Batna, après le festival bien sûr, mais au dernier moment les autorités m'ont dit « Niet, il n'est pas question que vous alliez à Batna, vous rentrez tout de suite à Paris ». Donc ça m'a fait un choc bien sûr. Et quelques mois plus tard, une fois ma colère, si on peut dire colère parce qu'il y avait du chagrin, parce que c'est pas simplement de la rage, j'ai écrit ce livre, je voulais leur dire mon amour. Vous avez été vraiment traité, vous avez été embarqué dans un avion, quoi. Oui. Impossible d'y aller. Oui, mais ça, si vous voulez, ça, j'en veux peut-être aux autorités, mais j'en veux pas aux Algériens eux-mêmes. Alors, est-ce que je vais retourner à Batna? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que j'en fasse le deuil pour toujours. Ce qui ne m'empêche pas de peut-être aller, peut-être demain. Peut-être que vendredi, je serai dans une manifestation à Alger. Après tout, pourquoi oui. pas? Parce que, vous savez, je comprends que l'Algérie, et mes parents le comprenaient, et accédaient à l'indépendance. Mais pour que le peuple et son propre destin soit heureux, donc ça fait 60 ans qu'il ne l'est pas. Et donc, si on est parti, c'est aussi pour qu'il soit heureux aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais, il peut l'être. Donc, je souhaite ça. En Si je attendant, peux. Dans mon petit coin, je dirais. Voilà. en attendant, Oui. j'ai mis cette photo parce que ce livre, comme tous vos livres, marche. Mais il y en a qui marchent mieux que d'autres. Celui-ci a marché. Et ce qui fait que vous croulez sous les honneurs. Ah, ça, c'est le prix Renaudot. Eh oui, vous êtes... Alors là, il y a Jean-Marie Leclésio, Dominique Bonnat, Gisbert, Besson,
Et je suis très heureux d'être dans ce jury. J'ai été coopté il y a maintenant presque 20 ans. C'est un jury infiniment sympathique, un peu rock'n'roll, qui, par rapport au Goncourt, a des choix très originaux, qui parfois décide, comme cette année d'ailleurs, à la dernière minute, de choisir quelqu'un qui n'était pas sur les listes. Et on se donne toute la liberté, on est un peu turbulent, mais c'était la définition du Renaudot par rapport au Goncourt. Mais je suis content parce que là, on rivalise bien à tous les points de vue avec les Goncourt. Je me plais beaucoup. On aime se retrouver. Voilà, on aime se retrouver tous. Alors, j'ai mis volontairement ces photos honorifiques pour en arriver là. Pour moi, honorifique, c'est ça? Non, pas du tout. Ah oui. Et là, en fait, c'est une question. Cette photo, elle impose une question. Est-ce que, on vous voit depuis tout à l'heure, on vous écoute, vous êtes quelqu'un d'infiniment modeste, mais est-ce que justement, vous êtes aussi modeste que ça, ou est-ce qu'il y a cette ambition? Non, il n'y a pas d'ambition. Les choses me sont venues quand même, quand on voit bien les choses, elles me sont venues naturellement. Tout m'est arrivé naturellement. Le Renaudot, parce qu'on me l'a demandé d'être Renaudot, les prix, c'est arrivé aussi, le prix Inter sont des prix. Mais là je n'ai pas. Si les choses arrivent, oui. Si les choses n'arrivent pas, non. Tant pis. Donc je laisse les choses arriver aussi. Pourquoi vous vouliez que je porte la... Est-ce que vous êtes prêt à m'offrir l'épée? Parce que je m'attendais à ça. Est-ce que l'épée et le costume? J'ai pas l'argent. Ben alors comment voulez-vous que je rentre à l'académie? En fait, j'avais une petite idée de votre réponse et je crois savoir où elle est votre ambition aujourd'hui. En fait, elle est sur ce dernier écran. Venez, approchez. J'ai déjà les réponses. On va voir à l'académie. Tant pis pour vous. Une fois que j'ai parlé de l'épée, voilà, on se retire. Je pense que vous méritez l'Académie française. Mais ça, c'est que mon sentiment. Ça, peut-être votre ambition. Ah oui, c'est mon ambition. Mon ambition, c'est pas une ambition du tout. J'ai l'impression que je suis jugé par cet enfant. Là. C'est-à-dire, cet enfant me dit aujourd'hui, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai dit, j'ai fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Mon axe, la seule colonne vertébrale, ça aura été l'écriture. Je dis, j'aurais fait des livres, quelques livres dans mon existence, et dont certains, précisément, remontent à l'époque où je suis sur ces marches-là. J'ai fait ça au moins. Mais peut-être qu'il faut que je fasse encore davantage. Et d'ailleurs, je crois savoir que vous êtes remis à replonger encore de cette mémoire algérienne. Un petit peu, vous savez, c'est la seule mémoire qui me reste. Alors, et puis elle est inépuisable. je m'y tiens, vous savez. Allez, venez à côté de moi. Voilà. C'est le mot de la fin. Vous vous y tenez. Il y a un geste de la fin dans cette émission, c'est le selfie. Ah ben j'espère. Allez. J'espère très bien. Vous l'attendiez, ce selfie. Ah non, mais ça c'est pas très photo, mais quand même, ça va très bien. Merci infiniment, Jean. Merci infiniment, Luc, pour votre intelligence de tout. Si, vous avez bien saisi tout ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que je essaie d'être, tout ça. À bientôt. Beaucoup de choses. À bientôt. À bientôt. Au revoir.